D'abord, je vous parle du Brexit. Il y a eu un débat au Parlement français qui consistait à donner au gouvernement, en quelque sorte, carte blanche, pour faire des ordonnances, pour faire face aux conséquences juridiques de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors évidemment, bon, les orateurs du gouvernement voulaient qu'on parle de rien d'autre, surtout pas d'Europe, ni même de pourquoi les Anglais s'en vont. Il fallait juste parler pour savoir ce qu'on va réserver comme sort aux Anglais qui sont en France et aux Français qui sont en Angleterre. Évidemment que ça n'a pas de sens. On sait ce qu'on a à faire et ça se résume en quelques mots. Les Anglais sont les bienvenus en France quand ils viennent s'y installer. S'ils y travaillent, qu'ils y vivent avec nous, nous sommes contents et voilà tout. Quant aux Français qui sont en Angleterre, si c'est pour de bonnes raisons, on leur souhaite de bien bosser. Si c'est pour spéculer et faire le malheur du monde, non, on n'a aucune raison de les féliciter. Bon, bref, tout ça, c'est la vie comme elle va. Par contre, ce qui n'est pas la vie comme elle va, c'est évidemment le fait que les Anglais s'en vont. Et vous croyez qu'ils se demandent une seule seconde pourquoi? Non. Ils pensent que c'est un complot d'extrême droite, la xénophobie, je ne sais pas quoi, comme d'habitude. Bref, ceux qui sont contre l'Union européenne, c'est-à-dire contre l'actuelle Union européenne, dans ces traités actuels, sont immédiatement traités de tous les noms, montrés du doigt et stigmatisés. Exactement comme si c'était des gilets jaunes, comme on le fait dans les médias avec les gilets jaunes, c'est que c'est toujours des gens qui sont présentés comme un peu diminués, pas capables de comprendre. Comme l'a dit un éditorialiste à un gilet jaune, il lui dit « Vous n'êtes pas un vrai gilet jaune ». Alors le gilet jaune lui a répondu « Vous n'êtes pas un vrai journaliste ». Et bon, quelqu'un sur le plateau a dit « Non, mais il faudrait d'abord définir ce qu'est un vrai gilet jaune ». Bah oui, en effet. Et qu'est-ce qu'un vrai journaliste aussi, ça gagnerait à être défini. Bref, dans les situations de confusion, on voit toujours remonter les mêmes figures. Les dominants méprisent les dominés, et quand les dominés ont le dernier mot, les dominants sont foudrages et n'ont jamais assez de mots pour flétrir ceux avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Mais c'est pas la même chose en Angleterre, et ici, la presse française ne cesse de dire que les Anglais réclament un nouveau vote. Bon, ce qui est admirable, vraiment admirable chez les Anglais, c'est que le vote populaire est respecté. Et que le gouvernement ne fait pas comme l'a fait le gouvernement français. Quand le peuple a voté non, le gouvernement a dit « Ah, on a très bien compris le message, c'est oui ». Voilà, pouf, ils ont fait comme ça. Alors, cette démocratie anglaise, elle est vivante. Les Anglais ont voté qu'ils voulaient sortir, donc le gouvernement applique les clauses de sortie de l'Union européenne. C'est tout à fait admirable. Maintenant, ça se passe dans des conditions qui ne sont pas idéales, c'est-à-dire qu'on tombe d'accord sur rien. Mais alors, je vois que la discussion, c'est est-ce que les Anglais s'en vont dans de bonnes conditions pour les Anglais ou pas? Mais moi, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce qu'ils s'en vont dans des conditions qui améliorent la situation des autres? Et ce n'est pas le cas. Cet accord de sortie des Anglais, c'est un des pires accords de libre-échange qu'on ait jamais signé. Parce qu'on propose aux Anglais d'accéder au marché unique comme ils veulent, et non seulement comme ils veulent, mais si par hasard il y a un litige, eh bien on créera les tribunaux d'arbitrage privés contre lesquels on s'est battu dans l'accord de libre-échange avec le Canada, ou l'accord de libre-échange avec les Japonais, ou l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça veut dire qu'il suffit à une entreprise qui aura un litige avec un État européen d'avoir un siège transféré à Londres pour pouvoir recourir contre un État quelconque de l'Union européenne par un tribunal d'arbitrage qui, comme vous le savez, n'a rien à voir avec la justice, ni non plus avec l'arbitrage, puisque c'est toujours le plus fort qui gagne, c'est-à-dire l'entreprise. Vous avez bien compris qu'un tribunal d'arbitrage, on appelle ça tribunal, mais en réalité, il y a d'un côté des personnes, juges et avocats qui sont désignés, des fois ils changent de rôle, hein. Un coup ils sont avocats, l'autre coup ils sont juges, qui sont agréés par les deux parties, tu parles, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un panel de gens disponibles pour ça, et ce tribunal décide qui a raison de l'État ou de l'entreprise, c'est-à-dire qui a raison d'une entreprise ou de millions de personnes qui se sont donné une juridiction dans leur pays. Et si une entreprise décide que ce qui a été décidé dans un pays est contraire à ses intérêts, elle peut obtenir réparation. Bref, tout ça, c'est ce qu'on est en train de signer avec les Anglais. Donc le Royaume-Uni serait l'espèce de hub des marchandises et des mauvais coups des entreprises sur l'Europe. Donc c'est un très mauvais accord. Hein. C'est un très mauvais accord qui est proposé là et que les Européens veulent signer avec les Anglais. Je dis les Européens pour parler des États membres de l'Union européenne, car naturellement,
Les Anglais ne cessent pas d'être européens seulement parce qu'ils sortent de l'Union européenne, et c'est bien que tout le monde le réalise. Ensuite, il y a une deuxième question qui est préoccupante, c'est que, comme vous le savez, il y a un bout de l'Irlande qui est membre du Royaume-Uni, et l'autre qui ne l'est pas, qui est en État indépendant, qui est la République irlandaise. Et du temps où et l'Irlande et l'Angleterre étaient membres de l'Union européenne, bah, du coup, il n'y avait plus de frontières. Hein, on va dire une frontière administrative. Mais les gens circulaient librement d'un endroit à l'autre, ainsi que les marchandises, et d'une certaine manière, l'unité réelle de l'Irlande était accomplie, moyennant des satisfactions qu'on a pu donner aux unionistes, c'est-à-dire aux protestants partisans de l'union avec le Royaume-Uni. Bon, tout ça a été en train de s'effacer. Alors maintenant, la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, donc la frontière est rétablie entre Irlande du Nord et Irlande du Sud. Donc patatras, grosse question, parce que recommencent tous les sujets qui étaient sur la table et qui s'étaient interrompus dans la période précédente. Donc avec les risques de guerre et que ça recommence, la bataille rangée armée entre les républicains irlandais et les royalistes du Royaume-Uni. Bon. Donc on voit une fois de plus que la question des frontières, elle existe en Europe et qu'il faut trouver un moyen de la régler. Le conflit irlandais n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est une question qui est beaucoup plus profonde et qui a à voir avec le fait de savoir si les deux Irlandes n'en font qu'une ou si elles sont deux pour des motifs religieux. Hein, bon. Donc vous voyez que la question des frontières est posée. C'est pour ça que j'avais proposé qu'on fasse une conférence en Europe des frontières, parce que c'est pas la seule qui va être tout d'un coup remise à l'ordre du jour. Il y a des problèmes de frontières entre un certain nombre de pays de l'Europe de l'Est. Il y a des problèmes de frontières dans nos régions. On l'a vu récemment quand il a été question de l'indépendance de la Catalogne. Quoi qu'on pense de cette question de l'indépendance de la Catalogne, de toute façon, on voit qu'on aurait eu à nouveau un problème de frontières. Parce que l'Union européenne avait dit « Ah ben si la Catalogne est indépendante, elle ne sera pas membre de l'Europe. » On ne voit pas pourquoi, et ni qui va décider une chose pareille. Puisque quand l'Allemagne de l'Est a été rattachée à l'Allemagne de l'Ouest, personne n'a dit « Ah ben ces gens-là, on doit d'abord voter pour savoir s'ils ont le droit de rentrer en Europe ou pas. » Vous voyez, la question des frontières, c'est évidemment une question très 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 délicate. Et il vaut mieux avoir des endroits où on en discute que de laisser les situations aller à pourrir, parce que ça se termine toujours par des guerres. Bon, par définition, l'objet des guerres, c'est les frontières, hein, la plupart du temps, et même dans la quasi-totalité des cas. Donc voilà, le Brexit est une question. Vous verrez dans les liens, si ça vous intéresse, vous pouvez entendre, j'ai fait un petit discours, j'avais une demi-heure, j'ai pris qu'un quart d'heure, pour expliquer comment je vois au nom des Insoumis cette affaire de départ des Anglais. Parce que la vraie question qui se pose à l'origine de tout, c'est pourquoi ils sont partis. Pourquoi? Ils sont partis parce que cette Union européenne n'apportait aucun bonheur au peuple. Donc les gens ont dit, on en a assez, ça coûte des sous, et ça nous empêche de progresser. Alors après, il y avait toutes sortes de motivations. Vous avez en effet des nationalistes qui ont voté pour sortir, puis vous avez des progressistes qui ont voté pour sortir en disant, il y en a assez d'un cadre qui rend à tout jamais impossible un progrès social quel qu'il soit, puisque l'Europe les interdit tous. Alors, bon, voilà. Là-dessus, on apprend qu'il devait y avoir un vote aux communes. La commune, c'est l'Assemblée nationale en Grande-Bretagne, et la Première ministre, Madame May, s'aperçoit qu'elle n'a pas de majorité. Donc elle reporte le vote qui pourrait n'avoir lieu qu'en janvier. Donc c'est le grand bazar. Le grand bazar, il faut que vous compreniez que c'est grave, un bazar dans une institution qui concerne 450 millions de personnes. Vous en avez tout un bout qui ne sait pas s'il est dedans ou dehors. C'est pas rien. Et à quel moment ça arrive, les gens? Incroyable. Tout le monde s'en fout, personne n'a l'air d'être au courant. Mais vous vous rappelez le fameux TSCG? On ne savait plus comment on devait l'appeler à l'époque parce qu'il changeait de nom tous les 8 jours.